Oui, bonjour. Je m'appelle Andréane. En fait, j'ai beaucoup aimé tous les changements dont vous avez parlé parce qu'ils m'intéressent énormément, mais sous un autre angle, en fait, je m'intéresse aux changements environnementaux. Puis je suis un peu déçue de ne pas vous avoir entendu sur cette question-ci, spécialement par rapport à la place du marché que vous avez exposé, comme quoi il était bénéfique et qui continuerait de l'être. Donc, je me demandais, par rapport à ces enjeux environnementaux-là, comment vous pensez qu'un changement numérique, démographique, développement économique de l'Asie, de l'Afrique encore plus grand, comment vous pensez que cette planète finie, on est obligé de quitter avec, comment on peut assumer ces changements-là? Si vous voulez, on va prendre 2-3 questions, des fois je recoupe, ça permet de... Est-ce d'autres Oui, je vais vous en poser une aussi, qui est en lien avec Michel Moïse, avec ce que vous disiez sur l'Union soviétique qui s'est ramassée au fin des années 80 comme étant presque une coquille vide, et ça s'est effondré. Parce qu'il y a eu tout un ensemble de contradictions internes, mais si on regarde l'évolution de la Chine actuellement, on regarde ça avec les plus grands yeux, effectivement, une masse extrêmement importante de la population est sortie de la pauvreté. Du point de vue économique, c'est une croissance fulgurante au cours des 30 dernières années. Mais on se rend compte aussi qu'au sein de la Chine, il y a des problèmes qui deviennent des problèmes extrêmement importants, dont le problème environnemental, qui dépasse probablement tout ce qu'on a vu de pire dans nos sociétés industrielles au cours du dernier siècle. Jusqu'à quel point est-ce que ce développement chinois ne risque pas un jour ou l'autre, peut-être plus tôt qu'on le pense, de provoquer une situation comme celle qu'on a vue avec la fin des Unions soviétiques? Oui, Martin Fournier, historien. Je me suis invité le problème de la corruption en Chine qui est aigu, me dit-on. Québec aussi. Oui. Je sentais qu'on avait un peu juste alors, quatrième. J'aurais aimé savoir dans quelle mesure vous pensez que l'effondrement du dollar qui s'en vient, étant donné la politique de mercantilisme qu'il y a, qui inonde le marché, les marchés financiers de dollars, ça va finir par faire en sorte que le dollar ne vaut plus rien. Dans quelle mesure ça va venir un petit peu bouleverser les changements à venir dans le monde? Vous l'avez pas évoqué comme changement majeur qui s'en vient, pourtant on est à l'aube de l'effondrement du dollar dans les années qui viennent. Je vais commencer par la question environnementale parce que je suis aussi déçu d'en avoir parlé presque autant que vous. Disons qu'on a manqué de temps. Disons que quand je disais quelle gouvernance, c'est par rapport à un certain nombre de problèmes. Il y en a deux que je n'ai pas mentionnés. L'urbanisation, on s'en va vers 70% de la population du monde qui va vivre dans les villes. Il va y avoir 600 villes de plus d'1 million d'habitants. Et il va y avoir 200 villes qui vont avoir des revenus plus importants que le quart des pays du monde. Alors pour la gouvernance, là, il y a des problèmes absolument extraordinaires. Ça, c'est un problème des questions environnementales. Les questions environnementales, certainement. Sur la Chine, je suis moins sévère que vous. La Chine a fait en un quart de siècle ce qu'on a fait en un siècle, finalement. C'est sûr qu'il y a une situation environnementale dans certaines régions de Chine qui est dramatique. Moi, je suis frappé par ce qu'ils font pour s'en sortir. Les énergies renouvelables, ils sont en train sur la voiture électrique, sur l'énergie solaire. L'énergie solaire, ils sont en train de numéro 1 au monde. Numéro 1 au monde, ce n'est pas rien. Ils en ont pas de vive conscience, ils en souffrent quotidiennement. Ils en souffrent quotidiennement. Quand j'étais, je dirais la même chose sur la question des droits de l'homme. Quand j'étais à Droit et Démocratie pendant 5 ans, on travaillait avec l'École nationale du parti, qui est l'espèce de think tank du parti chinois, du parti communiste chinois. Une immense machine. Et moi, je suis arrivé là un peu naïvement, pour vous dire la vérité. Ils sont devenus mes amis. On y allait 3 fois par année, ils venaient 3 fois par année, en disant, on va leur apprendre des tas de choses, ces gens-là, je caricature, mais on a l'impression que je me suis pas devant un mur de béton. Et puis que, bon, la ligne du parti, ça allait.
diversité de points de vue sur la peine de mort, sur l'équité, sur l'égalité homme-femme, sur les droits y compris les droits des travailleurs, ce qui se faisait amener dans les tribunaux de plus en plus dans certaines régions de Chine, etc. Il y a un petit livre, c'est une femme qui l'a écrit, La pensée chinoise aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un le connaît pour donner la référence. Il donne un assez bon portrait, je trouve, des débats intérieurs en Chine aujourd'hui. C'est la région du monde où il y a le plus de gens qui bloguent, il y a le plus de gens qui sont sur les réseaux sociaux, près de 275 millions. Il y a une vie de débat public en Chine beaucoup plus grand. Ce n'est pas l'Union soviétique des années 50. Il y a des limites. Il y a des choses dont on ne parle pas. Il y a des limites, mais les limites s'éloignent de plus en plus. Quand j'ai dit tantôt qu'il y aurait plus l'année prochaine de touristes qui partiraient à travers le monde en provenance de Chine que de l'Europe et des États-Unis, ces gens, ils voient le monde. Ils le voient sur Internet, etc. Il n'y avait pas les Chinois qui sortaient de Chine avant 80, oui, certains spécialistes, des gens qui avaient des organisations et tout ça. Là, c'est le flot des personnes. C'est 100 millions qui vont touristes en 2014. C'est énorme. Ils reviennent pas simplement avec des sacs boutons. Ils reviennent avec ce qu'ils ont entendu, avec ce qu'ils ont vu. Ça dépend de qui, ça dépend de qui on parle. Tout ça, pas pour dire que la Chine n'a pas de très sérieux problèmes. De toute façon, là aussi, c'est une question que je me pose. Quand on est un gouvernement chinois et qu'on se lève tous les matins, et qu'on gouverne une société qui a 1,3 milliard de personnes, je crois que je ne sais pas ce que veut dire ce que je viens de dire. Comment ça s'exerce le pouvoir dans une société où il y a 1,3 milliard de personnes? Comment vous faites ça? Comment vous réglez ces problèmes? Ils ont des problèmes. Ils ont des sérieux problèmes. En même temps, ils ont, en l'espace de 15 ans, construit un réseau d'autoroutes équivalent du réseau américain. C'est quand même pas rien. Ils ont un réseau de chemin de fer rapide. On dit que c'est pas sérieux. Bon, il y a aussi quelques accidents forts malheureusement en Europe, et 2 fois celui de l'Europe. Ils travaillent, ils investissent, la situation évolue. Problème environnemental en Chine, certes. Écoutez, j'ai assez de problèmes à comprendre ce qui se passe. Je ne veux pas me mettre à me fatiguer avec ce qui va se passer comme la chute du dollar. Je n'en sais rien. Je ne le connais pas. Et je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Mais là où je voudrais dire quelque chose, c'est sûr que l'Occident est en train de réagir à ce basculement de la richesse. Les monnaies du Brésil, de l'Inde, de la Chine sont mises à mal ces jours-ci par l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Ils vont réagir, c'est sûr. Sur la parole des États-Unis, c'est une affaire grave, ce que j'ai dit tantôt quand même. Sur la parole, l'Occident n'est plus cru. Nous ne sommes plus crus. Je ne sais pas si ça vous frappe, mais la présidente du Brésil, qui dit tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas expliqué le détail de l'espionnage qu'a fait le gouvernement américain de mes paroles quand je rencontrais des collègues du G20, je n'irai pas aux États-Unis. Il a bien annulé hier son voyage officiel le 20 octobre à Washington. C'est quelque chose. Et elle-même dit publiquement ce que je viens de dire. Donc on n'aura pas expliqué c'est quoi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on prétend, tu as raison, que tous les leaders du G20 ont été intégralement espionnés de leur conversation. En tout cas, dans le cas du Brésil, ça a l'air d'être vrai. Elle a dit à Barack Obama, vos petites cuillères, vous pouvez les remettre dans les tiroirs, je ne sais pas la Maison Blanche, qui était annoncée depuis un an. C'est quand même un gros truc, hein? Monsieur, je vous oublie, c'est pas une question. C'était la corruption. Ah oui. Écoutez, je vais vous dire, je une petite réplique tantôt un peu facile. On est vraiment dans le débat du Québec actuel, ce que je voulais dire, on a vraiment une vue très théologique en Occident de l'histoire. Il y a des bons et des méchants, et on a plutôt l'habitude de penser que la corruption c'est en Afrique, un peu en Chine, etc., etc.
Lehman Brothers, c'est pas en Chine, c'est aux États-Unis. C'est pas aller plus loin dans la corruption que ça. Le monde aujourd'hui, sans règles, le monde dont j'ai parlé tantôt, où il n'y a plus trop de références, où on ne sait pas lesquelles références vont être finalement retenues, la déréglementation de l'économie financière qu'on a voulu en Occident, qui s'est répandue dans le monde après, fait fort malheureusement, vraiment fort malheureusement, que la corruption est comme une pandémie, elle est partout, elle est en croissance partout. Et quand les gens me disent, oui, on va mettre la main sur les paradis fiscaux, etc., non, il n'y a pas encore une vraie volonté. Parce qu'on ne va pas fermer la Suisse, on ne va pas fermer le Liechtenstein, on ne va pas fermer Monaco, on ne va pas fermer Jersey, qui ne sont pas en Asie, je comprends bien, et qui sont les hauts lieux de la corruption en Europe. La corruption, on est dans un temps où les règles flottent. Écoutez, l'OMC n'a rien réglé depuis Cancun. Cancun, c'était quoi, de 1994-95? Tous les différents. La négociation s'est arrêtée. J'aurais aimé ça, si on avait eu du temps, vous citer la phrase d'Hubert Védrine. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, il y a quelques noms. Lui en est un, l'ancien ministre des Affaires étrangères de France, Hubert Védrine. Le président Sarkozy, de regretter mémoire, il rapport, j'espère, parce qu'on ne peut pas recevoir Kadhafi comme il l'a reçu, et 18 mois après le bombarder, on a senti les gens voient ça dans le reste du monde. On parlait de quoi? Kadhafi, je n'ai pas pris la façon royale dont disons la France a reçu Kadhafi. On parlait de quoi? Il y a un livre qui s'appelle Rapport au président de la République, les Français et la mondialisation. Le président Sarkozy avait demandé de faire un rapport sur la mondialisation, comment les Français percevaient ça. D'abord, c'est pas long. C'est une série de clips, 50-75 pages au maximum. Il dit une phrase très intéressante par rapport à tout ce qu'on s'est dit ensemble depuis tantôt. Bernard nous dit, moi ce que je constate, c'est que nous ne pouvons plus rien imposer au monde et qu'ils ne peuvent pas encore nous imposer quoi que ce soit. Je trouve que ça traduit assez justement la situation dans laquelle on est et où les règles dans ce temps-là foutent le camp, vraiment. Plus grand monde qui peut imposer les sanctions, qui peut... il y a un vide qui est presque... qui est juridique, qui est éthique, qui est politique. C'est à haut risque, c'est à très très haut risque. On a du temps peut-être pour une ou deux questions. Il y avait monsieur ici, Monique. Oui, parce que vous me nommez, mon nom c'est Stéphane, puis j'aimerais avoir votre opinion sur, dans le monde que vous décrivez, sur quelle sera la place de la francophonie. Monique? Moi, je crois qu'on a une opportunité extraordinaire avec vous cet après-midi d'avoir votre point de vue sur la position de M. Harper sur le droit et la démocratie. Ce serait peut-être bien de vous entendre parler là-dessus, j'aimerais ça. Deuxièmement, on est dans une université et je travaille au bureau international et j'aimerais que vous nous expliquiez votre point de vue sur comment penser le changement du concours du monde, mais dans le monde académique, parce que c'est inimaginable dans le sens de la formation de jeunes, les 5000 étudiants indiens qui rentrent chaque jour dans les universités. Comment une université francophone, comme l'Université Laval, avec un historique aussi imposant que la nôtre, puisse faire ses choix? Je pense au travail de M. Hollande ici, c'est son du micro, parce que dans le sens où c'est extraordinaire, dans le sens du développement international, mais est-ce qu'on devrait aller vers la mobilité? On a des responsabilités civiles incroyables de former les Québécois sur la mondialisation, sur les problèmes. J'aimerais bien avoir votre position sur l'organisation de l'université au Québec. Oui. Nicolas Saucier, département d'information et de communication. C'est plus dans mon domaine. Vous avez parlé de... j'ai cru comprendre que vous dites que la diversité culturelle pourrait être menacée par le fait que la culture et le divertissement se télescopent, qu'il y a une forme d'uniformisation. Mais en même temps, moi, dans les études que j'ai vues,
On disait Internet, ça va isoler les gens. Mais en même temps, on a découvert que ça permettait à des gens qui étaient isolés de se retrouver en communauté. Et aussi, ça permet de démocratiser beaucoup la production. Donc, peut-être que actuellement, Hollywood et le domaine du divertissement américain ont profité des canaux pour diffuser, mais étant donné que ça démocratise un peu la production, est-ce que ça ne serait pas un peu un contrepoison au fait que ça va démocratiser, donc un peu tous les pays vont pouvoir diffuser des contenus? Les trois questions sont revenues. Oui, mais une dernière question peut-être, puis après on... Moi, c'est mon temps. Moi, vous avez mentionné tantôt un peu que l'Europe est peut-être au ralenti, des problèmes, disons, de se comprendre un peu. Je me demandais peut-être de expliquer votre perspective par rapport à la multiplication des nations. Un peu, de votre point de vue, est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir une consolidation des nations ou peut-être on va continuer à avoir encore plus de nations dans les États-Unis dans le futur? La francophonie, ça me fait plaisir qu'il y ait une question quand même sur la francophonie. La francophonie, c'est l'Afrique. C'est l'Université Laval qui nous a appris ça d'ailleurs, l'Institut de la statistique de l'Université Laval sur la francophonie. Il nous a appris qu'en 2050, il pourrait y avoir 500-600 millions de locuteurs de la langue française, donc un haussement important de la place de la langue française, proportionnellement, en tout cas dans le monde, si les Africains qui sont dans la zone francophone de l'Afrique restent dans la francophonie. Si les Africains ne restaient pas dans la francophonie, ce qui est une hypothèse qu'on ne peut pas réfuser, on serait 150 millions à peu près, 140 millions. Donc, on serait une langue scandinave, ça une langue qui va mourir, mais qui n'a pas d'impact, qui n'a pas de rayonnement. Ça dépend donc de la coopération, de l'intérêt que les Africains vont maintenir par rapport à ce que nous offrons, parce que maintenant ils sont libres de leur adhésion à d'autres. Moi, je vis en Afrique au moins 3 mois par année à l'Institut des Relations internationales du Cameroun, à l'Université de Ouaga, à Dakar, à l'Université américaine de Rabat. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, l'Inde, la Turquie, la Chine, le Brésil, les États-Unis, la France, le marché où on était 3 ou 4 en Afrique, c'est tout à fait autre chose. Et c'est sûr que quand on est le Canada et qu'on a zéro respect pour les gens qui veulent venir chez nous et qu'on a une politique de visa notamment qui est une des plus barbares au monde, qu'on rebute les gens et qu'on a un très sur les problèmes. Et si j'étais le gouvernement du Québec, je prendrais un peu moins, peu importe le gouvernement à Québec, j'essaierais d'entrer en guerre avec Ottawa sur ça, parce qu'on est en train de perdre la jeunesse francophone, qui ne peut plus aller en France, qui ne peut pas venir au Canada, qui ne peut plus aller en Suisse, qui peut pas aller en Belgique. Moi, j'ai demandé des preuves. Des amis africains qui me disaient, je demande un visa pour aller aux États-Unis, ils me donnent 10 ans. Je veux le voir pour fichu de visa de 10 ans. Et quand j'essaie d'aller au Canada, à Amadou Lamine-Sall, peut-être le plus grand écrivain de langue française vivant au Sénégal, et qui se fait refuser un visa pour venir au Canada. Qui me dit, je demande un visa pour aller aux États-Unis, Jean-Louis me donne 10 ans, tu me racontes n'importe quoi. Jusqu'au jour où il m'a montré qu'il avait un visa pour entrer pendant 10 ans aux États-Unis. Ça dépend donc de ce qu'on va mettre sur la table. Qu'est-ce que la francophonie? Est-ce qu'elle va être assez intéressante? Est-ce qu'elle va être assez moderne? Est-ce qu'elle va être assez alléchante pour les plus jeunes générations africaines? On a parlé de la démographie tantôt. Ou si on va continuer à avoir comme raisonnement au table de la francophonie strictement le raisonnement budgétaire. Ça dépend. Très honnêtement, moi je vous dis, je vis en Afrique. J'étais africain, je me poserais la question, est-ce qu'on reste ou non dans l'espace francophone? Ça nous donne quoi? Comme ancien secrétaire général de la francophonie, je suis prêt à argumenter que ça leur donne pas mal de choses et qui doivent rester, mais je suis prêt aussi à argumenter auprès des francophones de se grouiller davantage, de prendre ça au sérieux ou non. L'État, par exemple, déplorable.
des Jeux de la francophonie à Nice, la façon dont la France a reçu les 3000 jeunes qui venaient du monde entier. Les Africains avaient des pancartes disant « c'est pire que dans la jungle ». Ils se promenaient à Nice avec ça. Traiter la francophonie n'importe comment, comme ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Nous, on veut que l'ère francophone se fasse vraiment. Et on y met les moyens. Et on a fait ça dans le passé. Quand on a créé TV5, on a mis les moyens. J'étais secrétaire général, je m'en rappelle. Et je vais vous raconter une histoire sur TV5. Vous allez voir c'est quoi aussi la francophonie. Les experts canadiens et français. Il y avait un mandat des chefs d'État, on devait créer une télévision en langue française. J'ai sur ma table, j'ai toujours gardé. J'ai des collègues comme Jean-Bernard qui savent, j'ai toujours gardé ça sur ma table. J'ai eu un rapport comme secrétaire général des meilleurs experts canadiens, donc un peu québécois, et français, faisant la preuve qu'on ne pouvait pas créer TV5. C'est trop cher, les satellites, l'Asie, etc., la Lune. C'était pas possible de créer TV5. Le signal est capté aujourd'hui dans 185 pays. Tu vois ce qu'on veut dans la vie. La francophonie doit offrir quelque chose de réel, de significatif, parce que très sérieusement, les autres pays offrent, la Turquie offre, nos amis du Maghreb, 40% des émissions de télévision qu'ils regardent sont produites en Turquie. Et ils font des coproductions importantes avec la Turquie. Quand est-ce qu'ils vont faire des coproductions avec Télé-Québec? Je ne sais pas pourquoi je pose cette question-là, mais je la pose quand même. Il faut savoir ce qu'on veut. Et vous avez parlé, quelqu'un a parlé d'Hollywood, donc c'est intéressant. La grande limite, et je parle de la convention de l'UNESCO, que j'appuie à fond de train. Mais bon, aussi regarder les limites des choses, où le monde a tellement changé. La difficulté de la Convention sur la diversité culturelle de l'UNESCO, c'était une affaire entre occidentaux. C'était les Européens qui trouvaient que les images américaines avaient envahi l'Europe. Très évident, ils ont vendu tout le réseau de distribution des Européens aux Américains. Les Américains remplissent ça, c'est clair. Et puis les Européens ont des difficultés. C'est difficile aussi, je ne les blâme pas. Ils ont créé Arte. Il y a des coproductions qui marchent, mais à créer une œuvre cinématographique européenne capable de compétitionner celle de l'Inde, qui est la première au monde, celle du Nigeria, qui est la deuxième au monde, dont on parle jamais. 900 films produits au Nigeria. Si vous êtes aujourd'hui à Dakar et que vous voulez voir un film produit au Nigeria, vous pouvez le commander comme on commande sur Vidéotron ici, qui a été produit au Nigeria. Le monde, ce n'est pas l'Occident. Il y a des espaces culturels. L'Inde est partout dans le monde. Le cinéma indien dans toute l'Asie, il est dans toute l'Afrique. Les Africains sont... Vous savez, les Africains sont au cinéma indien beaucoup plus qu'au cinéma occidental. Le Nigeria est un très grand producteur. C'est le deuxième employeur au Nigeria, l'audiovisuel, le secteur de l'audiovisuel. Alors, la francophonie doit bouger, et je trouve qu'on verra à Dakar ce qui va se passer avec la francophonie. Je trouve que c'est peut-être un peu normal, par cycle, et ça dépend du leadership politique. Ça dépend du leadership politique. Quand Abdou Diouf, qui n'était pas secrétaire général, il était président du Sénégal, au sommet de Québec en octobre 1987, a levé la main à la fin du sommet, c'était fini. On est en train de faire son grand discours de remerciement. Abdou Diouf a levé la main. Et quand Abdou Diouf lève la main, on le voit. N'est-ce pas? Alors, et il a dit, Monsieur le Président, on ne va pas se quitter comme ça. Les Japonais font une télévision en langue japonaise, les Allemands, enfin, il fait un grand truc. Il dit, nous, on n'a pas parlé 5 secondes de l'audiovisuel. Alors, ils font ce qu'ils font dans ce temps-là, mais quand même, c'est intéressant comme intervention. Il faut que le ciel parle français, disait Abdou Diouf. Et ils ont créé un comité, c'est moi qui l'ai présidé, et ça a donné l'idée de créer TV5. Ça dépend de l'initiative politique. Et le Québec a toujours été, très sérieusement, un des gouvernements qui mettait le plus de choses sur la table. J'ai hâte de voir avec le gouvernement. De nouveau, moi je ne fais pas de politique. Ils sont tous mes amis à l'occasion, ils sont tous mes ennemis à l'occasion. La débat, c'est aussi. J'ai hâte de voir ce que le gouvernement nouveau va mettre sur la table, au-delà de la rhétorique. C'est sûr que dans les dernières années, M. Charest,
Il a fait des choses comme le Forum mondial, qui est une affaire intéressante, etc. On peut dire que le Québec a mis beaucoup d'idées sur la table depuis une dizaine d'années. Il a soutenu correctement, mais la nouveauté, par rapport au numérique, par exemple, par rapport à tout ce monde-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on attend que nos amis africains soient invités par les Chinois et les Indiens, et les Coréens et les Indonésiens pour aller apprendre à faire des vidéos, pour aller là? Ou est-ce que... Écoutez, vraiment, il faut aller le plus loin possible. Mais est-ce qu'on est enregistré? Oui. Alors je ne dirais pas ce que je propose. Non, parce que... Sur Internet et la diversité culturelle, tout ce que vous avez dit est vrai, tout ce que vous avez dit est intéressant, est intriguant et nous interroge. Internet permet aux cultures du monde de se faire voir comme jamais. C'est multilingue, le système, toutes les langues, les claviers ont toutes les langues, les sous-titres traductions sont de plus en plus sophistiqués, surtout les plus derniers qui viennent d'apparaître. Moi j'ai vu ça avec les peuples autochtones qui n'avaient pas de visibilité, qui sont montés sur le net et ça a changé toute leur position politique. C'est comme ça que j'ai eu la déclaration des droits des peuples autochtones aux Nations Unies, le réseau mondial qui s'est créé à ce moment-là et tout. Donc, il y a quelque chose de formidable dans ça. En même temps, la frontière, le cadastre qui faisait qu'il y a un territoire et une culture, ça en prend un peu un coup quand même. Parce que ça ne coûte plus rien maintenant. Vous regardez un film japonais, vous regardez un clip qui vient de Corée, puis 48 millions à le regarder dans la même semaine. C'est viral, donc vos amis vous amènent sur d'autres circuits. Sauf que la relation territoire-culture, là, il y a une vraie question. Mais là où, par rapport à la Convention, il y a un problème sérieux. La Convention dit essentiellement les États doivent garder les moyens, c'est vraiment la question de la francophonie qui revient, de subventionner la culture et les règles de l'OMC, les règles du commerce, les règles générales du commerce, ne peuvent pas s'appliquer sur les produits culturels. Sauf que quand la culture et le divertissement ont un lien aussi étroit qu'ils sont en train d'avoir, on est dans des luttes économiques de milliards et de milliards, entre les Chinois notamment. Chine qui a décidé, et quand ils décident, ils le font. Ils vont passer de 2,6% à 5,2%, multiplié par 2. La part du PIB qui doit venir de la culture. Ils vont inventer le monde, comme ils ont fait avec l'économie. Ils vont se plein de gadgets, ils vont nous vendre un truc culturel. Ça se retrouve à l'OMC. Les Américains protestent, contestent, ils ne s'entendent pas, ils se retrouvent devant l'OMC. Les enjeux économiques de la culture sont tellement considérables, ça doit être gentiment, on reste en dehors des règles commerciales. C'est maintenant mêlé avec les technologies aussi, et massivement mêlé aux technologies. La dernière réunion du comité qui a pour mandat de s'assurer que la Convention est mise en œuvre, a porté quasi exclusivement, c'est un texte extrêmement intéressant à lire. Les pays qui sont venus, peu de pays sont venus, la société civile n'est pas venue, ça inquiète d'ailleurs en disant que ça intéresse toujours autant, mais ceux qui sont venus, il y en avait quand même un certain nombre, on dit tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il fallait le faire, ils ont raison. On n'a rien dit encore d'Internet. J'ai hâte de voir, ils ont brassé un peu, frappé un peu en disant ça n'a pas de sens, ils avaient raison. J'ai hâte de voir ce qui va sortir de ça. Parce que Internet, c'est pas juste une superposition du monde réel, qui est un monde en soi. Ce qui se passe sur Internet n'est pas le négatif du monde réel qui sort de la cible et qui voit tout quoi apparaître les choses. C'est un monde qui a ses règles, qui a ses normes, c'est un monde en soi. Et notamment les questions économiques qui sont liées sont extrêmement importantes. Sur l'université, madame, si je me mettais à vous parler, je risquerais de dire, comme je dis tantôt, n'importe quoi. Je connais plus bien l'université. Moi, j'ai étudié à l'université, j'ai enseigné à l'université.
Je connais plus bien l'université. Je ne sais pas quels sont aujourd'hui ces moyens considérables. Je sais que la francophonie en réunit 700 dans l'agence universitaire de la francophonie, un des plus grands réseaux au monde, et qu'il s'y passe des choses de qualité, des choses qui valent la peine. Si vous avez voulu dire dans votre propos qu'il y a une fonction forte de l'université pour que, avec les étudiants qui y sont, les chercheurs qui y sont, et dans sa relation avec la société en général, l'université fasse valoir les changements du monde, comment ça nous rejoint, comment c'est passionnant, comment il y a des choses nouvelles qui doivent être pensées, qu'on a besoin de pensées nouvelles, et que l'université est là pour ça, là je serais vraiment d'accord avec vous. Vous avez mentionné une chose, tantôt je reviens à Internet une seconde. C'est sûr que la possibilité des 3,6 milliards d'internautes de créer, parce que c'est ça la grande. Le Web 2, quand on a arrêté d'être simplement des internautes qui recevaient des choses, on a été invités à mettre des choses, on a mis des millions, des dizaines de millions, centaines de millions d'images, de dessins, de mots, etc. En anglais, ils appellent ça self-media. Voilà. Alors, c'est sûr que ça change profondément la culture aussi. Ça change, les gens écrivent maintenant sur, ils créent des pièces de théâtre en commun, quelqu'un qui est au Brésil, bon, la frontière est là. Sur l'Europe, en terminant vraiment, parce qu'il y a une question qui a été posée sur l'Europe, je dis des choses un peu sévères sur l'Europe. J'étais à l'Université de Montréal hier avec un ancien secrétaire du Quai d'Orsay qui a été ambassadeur à Bruxelles, etc. Et qui est beaucoup plus sévère encore que je le suis. C'est sûr que l'Europe a compris. C'est sûr qu'on est un fragment en Amérique de l'Europe, etc. C'est sûr qu'elle a joué depuis 4 siècles, mais elle est complètement aujourd'hui. D'abord, elle n'existe pas médicalement. Ça a l'air un peu stupide de commencer par ça, mais ça compte quand même. Quand il y a eu les problèmes du Kosovo, s'il n'y avait pas eu, l'Europe ne pouvait pas les poser et résoudre. Bon, ça compte dans les rapports internationaux. Deuxièmement, au plan des technologies, l'Europe a réussi des grandes choses, etc., etc. Et tout ce qui est technologie de la communication, tout ce qui est technologie de l'information, hors la Russie, en fait, c'est ça, c'est la vérité. Ils viennent de créer un moteur de recherche en France. Ils viennent de créer un moteur de recherche. Tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Google, tout le monde... Bon, il y a quelque chose qui a échappé à l'Europe, qui est considérable. Et puis il y a la crise économique, on parlait de coopération tantôt. C'est sûr que le reste du monde sait aussi que l'Occident n'a plus les moyens qu'il avait. Et vraisemblablement qu'il ne les aura plus jamais. Alors qu'ailleurs, on fait des offres avec des moyens qui sont considérables. L'Europe est en difficulté, elle est incapable de débloquer sa force. Écoutez, les 28 chefs d'État européens se réunissent tous les mois pour décider ce qu'ils doivent faire. Il y a trop de leadership et pas de leadership, ça ressemble à un moment donné. Le Conseil de l'Europe se réunit tous les mois, les 28 chefs d'État, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'ils doivent avoir un président de l'Europe, une fédération de l'Europe, une confédération de l'Europe, transmettre? Et ils ont choisi, et je dis ça à tout respect, je ne les connais pas, les personnes dont je vais parler. Le président, le nouveau président de l'Europe et la dame qui s'occupe des affaires extérieures de l'Europe, l'humanité entière dit, honnêtement, quand on fait une sélection et qu'il y a 1000 candidats, et qu'on retient le 999e et le 1000e, il y a une stratégie à l'arrière de ça. On ne veut pas que ça existe, l'Europe diplomatique, l'Europe politique, l'Europe forte. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est l'autre question. Ça fait 1957, 1950, c'est l'Europe. On ne va pas se réjouir de ça, parce que dans les changements du monde, la zone atlantique, nous, les États-Unis et l'Europe, on va perdre beaucoup. On va maintenir un certain nombre de choses, on va gagner des choses si on est ensemble. Pas surtout, pas d'une façon maniaque, mais il y a des blocs qui se forment et qui vont être puissants en face de nous. Mais on n'a jamais connu ça.